Merci beaucoup. Nous allons aborder point par point et nous allons commencer par le secteur de l'agriculture. La rupture dans la gestion des affaires de l'État. Voilà le levier fondamental sur lequel Macky Sall s'est appuyé pour convaincre ses concitoyens. Après un an à la tête de l'État, le monde rural qui mise sur l'agriculture pour améliorer ses conditions de vie continue de patienter. J'apprécie ce que Macky a dit en termes d'engagement pour la maîtrise de l'eau, pour les semences certifiées, pour la mécanisation, je suis d'accord. Mais tout dépend de l'objectif qu'on se fixe. Et aujourd'hui, encore, on met la charrue avant les bœufs. Ils ont mis un budget de 140 milliards sur l'agriculture. Et ils annoncent 1000 tracteurs. Et je ne sais pas avec quel argent ils vont acheter ces 1000 tracteurs. Et ils disent qu'ils veulent maîtriser l'eau. Mais comment on veut vouloir maîtriser l'eau, avant la maîtrise de l'eau, acheter 1000 tracteurs? Si vous achetez 10 000 tracteurs et que vous n'avez pas encore maîtrisé l'eau, ces tracteurs vont servir à quoi? Il y a problème. Pour ce député de l'Ancien Régime, à un an de mise en œuvre, une clairvoyance dans la stratégie amorcée est toujours à l'état des balbutiements. Ils annoncent en grande pompe qu'ils ont fait un prix aux producteurs sur l'arachide de 190 francs, sans aucune étude préalable, sans aucune maîtrise du marché. La preuve aujourd'hui, après avoir annoncé cela, c'est les mêmes les agriculteurs qui leur ont dit, s'il vous plaît, nous ne voulons pas de vos 190. Nous allons vendre notre produit à 225, à 250. La conséquence, c'est quoi? Aujourd'hui, Sudor a des problèmes. Et pourtant, dès son accession à la magistrature suprême, Macky Sall a opté pour le déploiement de son gouvernement dans toutes les régions du pays. Démarche de développement et de croissance, oui. Cette démarche qui a conduit à tenir tous ces conseils interministériels et ces conseils des ministres décentralisés qui permettent non seulement à l'équipe gouvernementale d'être à l'écoute des populations locales, mais également, d'ailleurs, permettent également au gouvernement d'apporter aux populations ce qui est prévu pour elles dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement. Pour mieux atteindre les objectifs du développement du Sénégal, le sociologue, quant à lui, indique que cela ne saurait être l'affaire du seul gouvernement. Tant que, en termes de développement, les gens pensent que c'est le gouvernement, on ne s'en sortira jamais. Faire émerger le Sénégal nécessite l'implication sans faille de toutes les franges de sa population et c'est un idéal qui doit habiter tous les Sénégalais. Alors, je vais encore rester avec vous, Sori Kaba. Concernant la gestion de l'agriculture, vous avez émis vous avez en tout cas mis en musique plusieurs réformes. La réforme du foncier rural, le développement et la facilitation des financements dans le cadre du FONGIP, financement destiné aux entreprises familiales, la mécanisation du système agricole, la mise à disposition de semences. Alors, parmi ces promesses que vous avez mises sur la table, qu'est-ce qui est matérialisé et qu'est-ce qui est en voie de matérialisation? Tout est en phase de matérialisation. Et pourquoi on n'en ressent pas pour le moment? Du moins, pourquoi est-ce que le monde rural n'en ressent pas pour le moment les effets? Non. Vous êtes une mauvaise porte-parole du monde rural, là. Le monde rural, à l'état actuel des choses, n'ont pas connu, comme je l'ai dit tout à l'heure, des bons impayés. Ils n'ont pas connu de vivre de... Mais ça, ce n'est qu'un aspect. Oui, vous parlez de la campagne agricole. Ça n'a rien à voir avec la politique agricole qui devrait permettre l'autosuffisance alimentaire. J'en viens. Et c'est là où la vision est importante. Parce que l'autosuffisance alimentaire ne peut pas être une action au quotidien où systématiquement le résultat s'engrange. C'est une vision, c'est une démarche, c'est un processus. Et c'est ce processus-là qui est mis en branle aujourd'hui. Dans le secteur agricole, on ne peut pas parler aujourd'hui d'une agriculture maîtrisée si on ne maîtrise pas l'eau. On ne peut pas parler d'une agriculture abondante si on ne maîtrise pas les intrants, les semences de qualité. On ne peut pas parler d'une agriculture si on n'a pas les rudiments qui nous permettent de s'appuyer sur la terre et de faire confiance à la terre. Et ces trois aspects sont en train d'être maîtrisés et le processus est mis en branle. Le monde rural est l'une des cibles prioritaires
du yoonu yokkute à côté des jeunes, à côté des personnes du troisième âge. Et c'est pour cette raison que le président Macky en fait plus qu'une priorité à l'état actuel des choses. Mais vous me demanderez... au-delà du discours, qu'est-ce qui est mis en œuvre pour Mais je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Je vais vous le répéter encore une fois de plus. Quand on donne, malgré l'état déficitaire de nos finances publiques, 34 milliards ou 39 milliards en matière d'intrants, de subventions, vous pensez que c'est un acte banal, ça? C'est ce qui nous a valu aujourd'hui cette bonne campagne agricole que nous sommes en train de dérouler. Si le cheptel ne s'est pas décimé comme les années précédentes, parce qu'il y a eu un appui conséquent de l'État, au moins 3 et quelques milliards d'aliments pour bétail, ça c'est des résultats concrets. Mais maintenant, vous me parlez d'autosuffisance alimentaire. Vous voulez qu'au bout d'un an, que le Sénégal soit autosuffisant? Non, ce n'est pas possible. Le processus est mis en branle. Et ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah non, c'est par rapport à votre question que je le dis. Parce que je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire, en invoquant l'appui, la subvention que l'État a accordée au monde rural, mais j'ai comme l'impression que vous n'avez pas voulu le prendre en compte dans votre argumentaire. Vous auriez pu rebondir sur ça, qu'on puisse parler de l'autosuffisance en soi. Et je pense que c'est à ce niveau-là où le débat aurait pu être plus intéressant. Et j'en reviens. La question agricole aujourd'hui au Sénégal a été laissée en rade. Et pour preuve, le processus qui nous a amenés à cette situation remonte au président Senghor. Alors que nous tous nous savons que nous avons une économie largement agricole. Plus de 60% des Sénégalais s'activent dans le monde agricole. Aujourd'hui, c'est le secteur le plus vulnérable. C'est pourquoi la vocation sociale des actions du gouvernement aujourd'hui met l'agriculture, met l'agriculteur, met le monde rural au cœur des préoccupations du gouvernement, au cœur des préoccupations du président Macky. Et je ne pense pas qu'on nous dira le contraire. Le social dans le monde rural ne fera que bénéfique. Le social dans le monde rural ne fera que leur permettre d'avoir des rudiments pour bien cultiver. C'est un processus qui a été mis en branle, il est déclenché et je pense qu'au bout des 5 ans, on se rendra compte que le résultat sera à terme. Soro Diop, est-ce qu'aujourd'hui les programmes déclinés par le candidat Macky Sall vous donnent l'impression que le monde rural, que la politique agricole, que l'autosuffisance agricole sont au cœur de l'action gouvernementale? Oui, là je suis vraiment dans un débat où je suis profane. Et c'est bien que je sois profane dans ce débat, parce que peut-être les interrogations, les maladresses que je vais soulever sont les maladresses, les trucs du Sénégalais lambda. Bon, je veux d'abord relever une chose sur laquelle il faut qu'il y ait une correction chez les hommes politiques. C'est-à-dire que les promesses, c'est-à-dire que moi je ne dis pas qu'un homme politique qui va en campagne électorale n'a pas le droit de promettre. Parce qu'il a quand même le droit de faire rêver. Mais il ne doit pas le droit de nous faire rêver debout. Les promesses sous Ablaye Wade, on a produit des TGV, des tramways, maïsseries. On nous a même produit des oléoducs de sable qui vont amener du sable de la Mauritanie jusqu'ici. C'est quand même gigantesque ça, c'est gigantin de faire des promesses pareilles. Macky Sall nous a promis des économies de 120 milliards dès le début de son mandat. C'est-à-dire qu'il faudrait que les hommes politiques, à partir de ces enseignements-là, désormais, quand on va en campagne électorale, qu'on analyse bien les différents secteurs et faire des promesses réalisables en fonction de ces secteurs-là. En faisant la promesse sur la baisse des denrées alimentaires, manifestement, les gens n'avaient aucune base scientifique, aucune base prospective d'ailleurs, pour faire une promesse pareille. Il faut faire, les Sénégalais sont suffisamment intelligents, il faut leur dire ce qui est possible. Maintenant, sur le problème de l'économie, je ne suis pas un économiste, mais j'ai l'impression que tout change pour que rien ne change. C'est toujours l'aspect prédominant de la politique dans ce secteur-là, c'est la fiscalité. Comment trouiller les poches des Sénégalais, mettre ça dans le trésor, comment nous soutirer par-ci et par-là. Moi, je ne vois pas une politique, véritablement une politique économique qui est dégagée, c'est-à-dire qui va vraiment
poser les fondamentaux d'une économie de développement. Parce qu'une économie, quand on parle de recettes, trésors, etc., mais j'ai l'impression, je suis profane, mais je me dis qu'une économie ne doit pas reposer sur ça. Ça doit reposer aussi sur des grands projets d'envergure. Dans le domaine de l'agriculture, ce dont je suis sûr et certain dont le Sénégal a besoin, ce n'est pas 1000 tracteurs par-ci, ce n'est pas... Il y a un paradoxe immense dans ce pays. Le Sénégal est un pays entouré d'eau. Même à l'intérieur, vous trouvez de l'eau dans les trucs du Saloum, etc. Et paradoxalement, on n'arrive pas à mettre en branle une politique agricole pour au moins satisfaire le minimum vital, manger. Ça, c'est un paradoxe immense. Et moi, je n'ai pas vu une véritable politique qui est capable de produire une révolution agraire. Nous avons besoin d'une révolution agraire, d'une véritable révolution agraire. Mais ça va faire des erreurs, ça va faire des trucs, etc. La Chine est partie des révolutions agraires. Mais par rapport à la ça a eu des conséquences. Au Maroc, vous vous souvenez de la révolution verte qui a été lancée par Hassan II. En Libye, vous vous souvenez de la révolution verte qui a laissé... Ça fait ce que cela fait, mais regardez, ici à Dakar, on se plaint des inondations. Dans le Ferlo, il n'y a rien. Il n'y a aucun projet d'envergure pour vouloir transporter ce surplus d'eau et l'amener dans des zones à l'intérieur du pays où les gens n'ont même pas de quoi faire boire les animaux. Mais si on s'arrête un peu sur la campagne agricole 2012, les paysans se refont une santé financière durant ces campagnes agricoles. Quel regard jetez-vous sur la gestion de cette campagne agricole? Est-ce qu'elle a été bien gérée? Les paysans sénégalais ne peuvent pas se faire une santé financière si leur revenu agricole ne dépendent que de la saison des pluies. Ce n'est pas possible. Ils vont vendre leur arachide. Ils vont vendre leur arachide. Aujourd'hui, ces paysans-là, demandez-leur s'ils ont des semences. Mais l'appréciation que vous faites de la gestion de la campagne agricole, est-ce qu'elle a été bien gérée cette année? Non. La campagne... Tu sais pourquoi je ne peux pas dire que cette campagne électorale agricole a été bien gérée? Parce qu'elle a été gérée sous le sceau de l'urgence. Quand on gère une situation sous le sceau de l'urgence, l'urgence, c'est l'urgence. Hein? C'est-à-dire que vous faites face à une situation ponctuelle. On a dégagé, ils disent qu'ils ont dégagé de l'argent pour empêcher qu'il y ait de la famine, etc. Mais c'est fini ça, c'est ponctuel ça, ce n'est pas une politique. On ne peut pas aussi être aussi au Sénégal chaque année dégager des trucs de soudure pour le bon paysan. Ça signifie qu'on n'a pas réussi. Merci si on a beaucoup. réussi dans la politique agricole, il n'y a pas besoin de politique de soudure. Youssou Diallo, quel est le regard que vous jetez sur la campagne agricole 2012, mais également le regard que vous jetez sur la politique agricole mise en branle par Macky Sall? Mais Macky Sall n'a pas de politique agricole. Je vais le montrer tout à l'heure parce que moi, mon jeune frère Kava, j'ai dépassé l'âge des chicanes. Les chicanes ne me perturbent pas. J'ai suffisamment débattu et polémiqué dans ma vie pour que ces attaques sibyllines me perturbent. Non, je crois que... revenez aux faits. Et comme je l'ai dit tantôt, en fait, quand la réalité se dérobe sous vos pieds, souvent c'est la polémique, c'est la spéculation. Mais je vais coller aux faits pour montrer que vous n'avez pas d'ambition. La grande offensive pour l'abondance et la nourriture qui a été lancée par Abdoulaye Wade a investi plus de 500 milliards dans le monde rural. Pour quel résultat? Et je vous donne les résultats. Pour la première fois sous la Goana, le Sénégal a atteint l'autosuffisance céréalière. Pour la première fois, le Sénégal a atteint une production de riz paddy de plus de 600 000 tonnes. Ce qui nous a permis de réduire les importations de riz de 1 million de tonnes à 700 000 tonnes. C'est des résultats concrets, ça, de la Goana. L'aquaculture n'était pas connue au Sénégal. C'est sous Wade qu'on a connu l'aquaculture. Les bassins de rétention n'étaient pas connus au Sénégal. Les gens cultivent à tout moment aujourd'hui dans les zones rurales à cause des bassins de rétention. Il n'en existe pas uniquement à Katiara et dans la banlieue, il en existe partout dans le Sénégal.
Les gens utilisent ces bassins non seulement pour l'agriculture, mais les utilisent pour l'aquaculture. Les programmes d'insémination artificielle qui ont été lancés par Maître Wade, les programmes d'équipement du monde rural en termes de machines, en termes d'engrais améliorés, en termes de fongicides, en termes d'herbicides, en termes de politique de crédit au niveau du monde rural. Ça, c'est des choses concrètes. Donc, vous n'êtes pas venu dans un Sénégal où il y avait tabula rasa, où il y avait table rase, où il n'y avait rien. Mais, quels sont les effets de ces politiques je vous parle d'économie, je vous donne des faits et des chiffres. Les programmes au niveau du secteur de la pêche, les aires marines protégées n'étaient pas connues au Sénégal pour faire revenir la ressource. Et ça, c'est l'agriculture au sens, parce que l'agriculture au sens large, c'est non seulement l'agriculture stricto sensus, c'est la pêche, c'est l'élevage et en partie même les forêts. C'est ça l'agriculture au sens large. Et si vous avez une vision aujourd'hui au plan économique, le secteur agricole, dans le produit intérieur brut, représente moins de 15%. Et pourquoi, en 2012, le programme alimentaire mondial a averti les autorités sénégalaises par rapport à des menaces de famine dans le monde rural? Oui, mais ça... Ce n'est pas contradictoire? Non, ce n'est pas contradictoire. Les programmes, l'insécurité alimentaire, sous Wade peut-être, quand il y avait une mauvaise saison des pluies, parce que jusqu'au jour où je vous parle, nous n'avons pas encore une parfaite maîtrise de l'eau. L'essentiel de l'agriculture est une agriculture sous pluie. Il suffit qu'il y ait des aléas climatiques pour que dans certaines zones, si la pluie n'est pas bien répartie dans le temps et dans l'espace, qu'il y ait des zones de disette. C'était tout simplement ça. Mais puisqu'ils venaient de venir au pouvoir, ils ont crié, mais les bailleurs de fonds n'ont pas mis plus de 30 milliards dans le programme d'urgence qu'ils avaient proposé, en sachant que, en fait, il y avait beaucoup plus de politique politicienne que de réalité dans cette situation de famine qu'ils étaient en train de décrire au niveau du monde rural. Donc ça, c'est des réalités. Donc, pour en venir aux résultats, mais je vous ai donné des chiffres de production, l'autosuffisance céréalière, parce que nous avions dit, avec la Goana, au lieu de promettre aux Sénégalais une baisse hypothétique du prix du riz et des céréales, nous avons dit qu'il faut inverser les tendances structurelles. Parce que tant que ce que nous mangeons dépend de l'étranger, nous ne serons jamais d'abord indépendants. Parce que pour être indépendant, il faut produire ce que l'on mange. Et avec la Goana, voilà ce que Maître Wade a tenté de faire. Ensuite, avec le plan REVA, nous avons dit retour volontaire vers l'agriculture. Mais ça, c'est un programme révolutionnaire. Et aujourd'hui, toutes les espèces de pastèques, de fruits et de légumes que vous voyez aujourd'hui, qui n'existaient pas avant, mais ça, c'est sous Maître Wade que nous avons connu ça. Alors, les programmes d'insémination artificielle. Donc, quand ils viennent aujourd'hui et nous disent... Moi, j'aime bien. J'aime bien ce que vous posez. C'est-à-dire, oui. moi je ne suis pas dans le fétichisme des chiffres. Hein. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que vous dites avoir été fait sous Wade, oui. Le plan REVA, la Goana, etc. et tout ça, est-ce que tout ça a sérieusement, considérablement impacté dans le vécu des Sénégalais? Mais bien sûr, non, bien sûr. Attendez, je vous donne des chiffres et des faits. Attendez, si cela avait impacté sur le vécu des Sénégalais, les Sénégalais n'auraient pas autant sanctionné le pouvoir d'Abdoulaye Wade. Ensuite, non, je vous arrête parce que c'est moi qui ai la parole. Laissez-moi continuer. Non, vous êtes intervenu, non. Laissez-moi continuer. Terminer, après on va... Non, je vous en prie, laissez-moi continuer. D'accord. Les meilleurs résultats électoraux, Wade les a eus où? Wade a été victime du milieu urbain. Ce n'est pas hasard si nous avons perdu les grandes villes en 2009. Les milieux urbains... je vous en prie, vous aussi. Vous analysez et laissez-moi vous donner des faits et des chiffres. Parce que moi, je ne spécule pas. Ouais. En 2009, nous avons perdu les grandes villes. Pourquoi? Parce que les consommations extraverties venant de l'extérieur sont consommées pour l'essentiel dans les villes. Wade a gagné le monde rural. Et dans ces résultats, même en 2012, mais les meilleurs scores, Abdoulaye Wade les a eus dans le monde rural. Abdoulaye Wade n'a pas été sanctionné par le monde rural. Ça, je vous rectifie. Et ça, c'est la meilleure sanction des politiques économiques agricoles positives que Maître Wade a eu à faire dans le monde rural. Donc, je crois que ce qu'ils nous disent là... Merci beaucoup. Rapidement, Soro. Je peux vous rétorquer une chose. On sait très bien le lien qui existe entre le monde urbain et le monde rural. Nous sommes tous ici pratiquement des urbains. Nous ne sommes même pas des urbains, nous sommes des urbains.
C'est-à-dire, attends, si le milieu rural va très bien, le milieu urbain en ressent du point de vue économique les conséquences. Non, je réagis. Non, si. Je réagis, non, laissez-moi réagir. Si, parce que c'est ça le lien qui existe entre nous et le milieu rural. Non, tout ce que tu vois ici, dans la banlieue, c'est des gens qui viennent du milieu rural et qui ont des attaches dans le milieu rural. Le même phénomène, c'est-à-dire que est-ce que les gens ont fait de telle sorte que ce qui est produit au niveau du milieu rural puisse être consommé par le milieu urbain? Est-ce que cette tendance extravertie, vous avez une politique pour l'inverser? Mais je vous l'ai dit, la Guana, le plan REVA, mais quand même ça, je parle en sourd, non? On va avancer un peu. Alors, Mounirou Ndiaye, est-ce que vous avez sur la table une vision agricole, une politique agricole déroulée par le gouvernement de Macky Sall, à part les promesses que j'ai énumérées en début? D'abord, permettez-moi de faire une petite problématique. Vous savez que le monde entier est en crise. Il faut le savoir. C'est qu'aujourd'hui, la vie est définitivement chère. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé en 2006-2007 et qui a valu des émeutes de la faim en Afrique et un peu partout, les causes de ces situations-là sont toujours là, pendantes. Les Asiatiques deviennent de plus en plus riches et tirent la demande internationale. Les BRICS deviennent de plus en plus riches et tirent la demande internationale. La population mondiale augmente et tire la demande internationale. Et en même temps, l'offre ne suit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de production perdue à cause d'inondations, de réchauffement climatique et ainsi de suite. Ce qui fait que donc la vie va être chère. Abdoulaye Wade a péché par sa communication. Je n'ai jamais vu un gars du PDS capable d'expliquer ça clairement aux Sénégalais. Ce qui a fait qu'Abdoulaye Wade aussi a été victime d'un manque de communication. Ça pouvait être dit clairement pour que les Sénégalais sachent que c'est le retour vers l'agriculture et la réponse par l'offre qui pourrait permettre de résoudre le problème. Vous ne pouvez pas perpétuellement subventionner des produits dont vous n'avez pas le contrôle de la détermination des prix. Le Thaïlandais qui cultive son riz va en fixer le prix, suivant la fiscalité que lui impose son gouvernement. Le gouvernement du Sénégal n'a aucune emprise sur la fixation de ces prix. La réponse, Abdoulaye Wade a essayé de le faire. Et donc Macky Sall n'a aucune emprise dans la maîtrise des denrées de première nécessité. Je viens dans ça, c'est là où je veux venir. C'est-à-dire que je dis qu'Abdoulaye Wade a essayé de répondre par l'offre en créant la Guana. Mais la Guana, c'était quoi? C'était un pillage foncier du Sénégal. Il ne faut pas l'oublier. C'était l'occasion pour que des grands investisseurs viennent s'accaparer des terres et que l'argent réellement n'est pas parvenu au monde rural. C'est ce que Soro veut dire. C'est que le monde rural, le citoyen lambda du monde rural n'a pas perçu l'argent, cette manne d'argent-là qui a été injectée dans le monde rural avec les programmes de Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a eu sa volonté. J'ai dit tout à l'heure qu'il avait une vision. Mais malheureusement, cette vision-là ne s'est pas traduite concrètement au niveau des populations. Mais moi, ce que je veux dire simplement, au niveau du programme de Macky Sall, c'est qu'aujourd'hui, le Yonou Yokouté, moi je l'ai lu intégralement. J'ai eu la chance de le visiter. Je sais qu'il y a une vision théorique dedans. Mais je suis inquiet. Après un an, j'ai dit que le Sénégal était au point zéro parce que je n'ai pas vu de projets ambitieux qui sortent de terre et qui montrent que voilà, la voie est tracée. Et revenant aussi sur la question du social, M. Diallo, vous savez que la prise en compte de la dimension sociale est l'une des transformations inéluctables du libéralisme. On a indexé le libéralisme à l'occasion de la crise des subprimes du point de vue du manque de social, d'équité, de transparence, de morale, d'injustice sociale. Mais encore aujourd'hui, soit édifié sur l'idéologie du régime en place, non, mais c'est sur le régime économique. C'est sur quoi je veux venir. C'est-à-dire que je veux vous dire simplement à ce niveau que la vision de Macky Sall, c'est quoi? C'est le libéralisme social. Il faut savoir que ça existe. Le libéralisme social, c'est la transformation. Même le président Barack Obama, à Londres, le 2 avril 2009, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut reconnaître les erreurs. Nous avons manqué de faire du social aux États-Unis. Nous avons manqué de contrôler. Quand un pays comme les États-Unis appelle à la moralisation, à la régulation sociale, mais je pense que tout le monde doit se conformer. On ne peut pas accuser Macky Sall aujourd'hui de prendre en compte les bourses sociales, de mettre du social dans son programme. Ça, c'est les transformations inéluctables. J'ai dit inéluctables, qui a été décrite dans des thèses de doctorat qui montrent aujourd'hui que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, comment on s'y prend? C'est là où le bas blesse. Maintenant,
concernant le programme agricole, moi je dis simplement qu'un programme agricole doit reposer quand même sur une vision qui peut être traduite concrètement. Parce que quand on parle d'agriculture, il y a le foncier qui joue. Il y a aussi la mobilisation des financements. Le Yoonu Yokkute, c'est un programme agricole. Ils ont dit qu'ils vont créer des pôles agricoles, c'est clair. Mais il y a aussi une hypothèse fondamentale. La Casamance, aujourd'hui, est la zone vierge qui constitue une hypothèse fondamentale dans la capacité pour Macky Sall de réussir son programme. Il faut que la paix en Casamance revienne et que la Casamance représente le grenier qu'elle doit être pour l'économie sénégalaise. Pour terminer, je dirais simplement que on a montré à travers ces dernières années, avec le programme d'Abdoulaye Wade, le programme de Macky Sall, regardez bien en 2007, le kilogramme de riz était parti jusqu'à combien? 400-500 francs, avec des émeutes de la faim. Avec 13,5 milliards injectés dans la filière riz, la production de riz au Sénégal a augmenté et par une certaine restriction au niveau des importations, Abdoulaye Wade avait fait chuter le prix de presque 400 francs à 270 francs pour montrer comment l'agriculture peut être un levier. À Macky Sall aussi, en 2011, nous avons eu un taux de croissance de 1,9%. En 2012, le taux de croissance du Sénégal a été de plus de 3%. Pourquoi? C'est en rapport direct avec les 34 milliards de francs CFA que Macky Sall a injecté pour aider les paysans à faire face. Et je vais vous donner pourquoi il faut avoir une vision dans tout ça. Parce que tout simplement, le président Macky Sall manque d'organisation. Le régime de Macky Sall manque d'organisation. C'est-à-dire que... Votre gymnastique là est très élastique. Hein? Non, c'est-à-dire que moi... Vous surfez de Macky Sall à Abdoulaye Wade, on ne sait pas où est-ce que vous êtes là. Non, moi je suis en train de faire des comparaisons. Non, attention. C'est des élucubrations théoriques. Non, c'est pas des élucubrations. Je suis en train de vous dire simplement... Non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi... essayer ce que vous accusez, monsieur... non, ça c'est dans le débat. Non, c'est-à-dire que il ne faut pas aussi couper les gens pour faire des demandes de la sorte. Si vous ne pouvez pas comprendre la comparaison, qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est parce que peut-être vous avez du mal à suivre. Mais moi, je suis pertinemment ce que je dis. Je dis simplement que le programme de Macky Sall est bien ficelé. Mais dans la mise en œuvre, nous avons un certain nombre de retards et c'est ce qui me fait peur. Pourquoi? Parce que... au niveau du Sénégal, la question foncière n'a pas été tranchée. Moi, j'ai proposé à ce qu'il y ait le développement des villes émergentes. C'est-à-dire qu'il y a des villages qui ont occupé des terrains qui pouvaient être mis en valeur pour l'agriculture. Si vous développez, par exemple, une ville comme Niomré, dans la région de Louga, il y a beaucoup de villages qui n'ont pas atteint un niveau d'irréversibilité, qui peuvent se déplacer vers Niomré et libérer des espaces. Tout ceci n'a pas été peaufiné. Si vous aidez une ville comme Niomré, vous électrifiez, beaucoup de candidats à l'exode rural pour venir s'encombrer à Dakar peuvent être déjoués. Je pense que la politique agricole, ce n'est pas seulement de prendre de l'argent et de mettre dans l'agriculture. Il y a des mesures d'accompagnement pour créer toute une chaîne de valeur. Et je vais finir par vous dire simplement que tout à l'heure, j'ai vu une incohérence totale dans la déclaration qui fait peur aussi de M. Diallo. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que Abdoulaye Wade a permis au Sénégal de produire 600 000 tonnes de riz. Et après, il nous dit qu'il a fait baisser les importations de riz de 1 million à 700 000 tonnes. Oui. Il y a un flottement de 300 000 tonnes. Oui. C'est incohérent, ça. Comment? C'est pourquoi Comment? Dites-moi. Non, ça c'est... Dites-moi comment? Non, vous ne pouvez pas expliquer l'incohérence. Moi, l'incohérence que j'ai vue, c'est que Ousmane Ngom... Vous passez de 300 000 tonnes à 600 000 tonnes. Non, il faut écouter. Non, c'est moi qui ai la parole quand même. C'est moi qui ai la parole. Mais quand même, puisqu'il contredit et qu'il laisse qu'on lui explique. J'ai dit, la production de riz est passée de 300 à 600 000 tonnes. Non. De l'autre côté, les importations de riz sont passées de 1 million à 700 000 tonnes. Mais quand même, si vous savez faire des soustractions, vous savez que dans les deux cas, vous avez 300 000 tonnes quand même, différence. Mon cher, quand même, ça c'est l'incohérence. Non, donc c'est bon. Je suis d'accord avec vous. Mais dites ce que vous savez. Quand Abdoulaye Wade peaufinait sa guana, la production de riz, vous pouvez faire toutes les vérifications que vous voulez. Moi, je suis dans les statistiques. On peut appeler tout qui vous voulez. Quand Abdoulaye Wade ficelait la guana, la dernière production de riz du Sénégal était à 31 000 tonnes. 31 000. Vous pouvez faire la vérification après. Il a dit que c'est passé donc de 31 000 à 600 000 tonnes. Et que les importations ont baissé de 1 million à 700 000. Jamais, en 2006-2007, quand la guana a été ficelée, les importations de riz du Sénégal n'ont atteint 1 million de tonnes. Jamais.
C'est pourquoi je dis qu'il y a des incohérences statistiques. Dans les 600 000 tonnes. Dans les 600 000 tonnes. C'est-à-dire que, moi, je veux que les gens soient concrets. C'est ce que Soro a dit. Il faut que les gens cessent de raconter des histoires, qu'on dise aux Sénégalais la vérité. On va avancer un peu et aborder les réformes institutionnelles, la sempiternelle question de l'emploi, de l'éducation et de la formation. Le chômage et les déficits d'emploi caractérisent la frange la plus importante de la population, à savoir la jeunesse. Au Sénégal, l'insertion de jeunes dans le monde du travail constitue véritablement la bombe à retardement. Le gouvernement doit faire très attention avec la jeunesse de ce pays-là. On ne doit pas jouer avec sa jeunesse. L'affaire des 5500 emplois, je l'ai nommé l'arnaque du siècle. Ils ont arnaqué cette jeunesse en leur miroitant 5500 emplois, comme ils avaient miroité les populations sur les 4 000 milliards qui devaient revenir pour financer le développement. Ce n'est pas vrai. Pour le Parti démocratique sénégalais, la stratégie des prises en charge de la question de l'emploi a été arrêtée depuis 2011. Le Sénégal n'a jamais disposé d'un document de politique nationale de l'emploi. Ça a été le cas en 2011. Le Sénégal dispose depuis 2011 d'un document de politique nationale de l'emploi sur 5 ans qui a été validé, élaboré sous l'égide du Bureau international du travail et qui décline l'ensemble des actions dans le secteur pour les 5 prochaines années. Et ces députés de la précédente législature de fustiger les promesses du régime actuel. Ces 5500 emplois-là, les 80% sont recrutés déjà par le président Wade. Leur salaire est déjà dans la masse salariale. Nous avons laissé une masse salariale de 443 milliards. Et dans ces 443 milliards, il y a les salaires déjà de ces gens-là. Pour le PDS, les réformes permettant de créer à suffisance ces emplois tant attendus du nouveau régime ne demandent qu'à être appliqués. Sur le plan de la gouvernance des programmes, des projets, des documents stratégiques, tout est là. Il n'y a rien à faire. Il s'agit d'injecter de l'argent, il s'agit de multiplier les programmes pour que ces programmes soient présents un peu partout sur l'étendue, un peu partout à travers le pays. Finalement, la problématique est simple. Il s'agit pour Macky Sall de créer les conditions d'absorption du gap de 120 000 emplois qui ne peut être supporté par l'économie du Sénégal. Ce que le chef de l'État gagnerait à concrétiser, sachant que ce volet a emporté Wade et ses alliés. Alors, Sori Kaba, une nation se construit avec sa frange jeune. Le programme Yonou Yokkute prend en charge les questions d'éducation et d'emploi. On va parler aussi de cette fameuse promesse concernant les 500 000 emplois sur une durée de 7 ans. Je pense qu'il faut maintenant revoir ce chiffre à la baisse. Toujours avec vous, quel est le début de matérialisation? Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour matérialiser cette... Tous les gouvernements ont pêché sur la problématique de l'emploi. Mais aujourd'hui, il faut prendre cette problématique-là par les racines. En parlant de racines, je m'intéresse directement à la question de la formation, à la question de l'accompagnement, qui permet aux jeunes d'avoir un métier, d'avoir une vocation et de pouvoir contribuer à leur manière à la production de richesses nationales, mais aussi de se professionnaliser et de marquer de leur empreinte, leur capacité à faire et à savoir faire. Et dans cette logique, vous conviendrez avec moi également que le processus a été carrément dégagé, parce que le président a annoncé, et c'est en phase de réalisation, l'université de la banlieue, qui déjà va nous permettre sur le plan de l'enseignement supérieur d'apporter un boom par rapport à la problématique à l'étouffement de l'université de Dakar. Mais à côté de cela, des universités des métiers seront créées dans les différents pôles régionaux. Je l'ai dit tout à l'heure, la jeunesse, on doit lui donner une vocation, on doit lui donner un métier. Et dans le contexte actuel des Sénégalais, cela n'est pas le cas. Malheureusement, institutionnellement, ce qui existait, accompagner les jeunes dans des formations à courte durée, supposons qu'on leur permette d'être teinturier,
qu'on leur permette d'être, je ne sais pas, des métiers à la limite qui ne leur permettent pas de vivre, qui ne leur permettent pas de gagner leur vie de manière paisible. Aujourd'hui, il faut inverser la tendance. N'importe quel jeune pourrait accéder à ces universités pourvu juste que tu sois dans de très bonnes dispositions à être accompagné et qu'on puisse te permettre d'être quelqu'un d'accompli. Et je pense que cette vision, elle est saluée par l'ensemble de la jeunesse sénégalaise. Même si, encore une fois de plus, l'héritage ne nous permet pas d'aller trop vite que la machine, il faut qu'on y aille avec un dispositif d'accompagnement, avec sur le plan institutionnel, tout ce qu'il faut pour permettre à ces jeunes-là d'être accomplis et d'avoir un métier et d'avoir une vocation. Mais au moment où on parle de prise en charge des questions d'éducation, il y a le comité de pilotage des concertations sur l'enseignement supérieur qui va bientôt rendre ses conclusions. On parle de la fin de la généralisation de la bourse d'études. Une frange importante de la jeunesse estudiantine va être laissée en rade, de la fin des franchises universitaires, de l'augmentation des coûts de l'inscription qui vont passer de 10 000 à 150 000 francs. Encore une frange importante de notre jeunesse estudiantine qui va être sacrifiée. Alors comment juguler, comment trouver le bon équilibre entre cette volonté de mettre de l'ordre à l'UCAD au niveau de l'enseignement supérieur et cette volonté de doter à ces jeunes de formation qualifiante professionnelle? Vous savez, quand on va dans les pays du Nord, les universités ont une vocation. C'est la recherche, c'est le développement. Et ça coûte excessivement cher. Si aujourd'hui on veut donner à nos universités une vocation orientée vers ce domaine-là, inévitablement, il y a un pas à franchir. Je l'ai dit tout à l'heure. On n'a pas sauté une étape là, étape de transition. Non, évidemment que cette transition, elle sera constatée. Parce que je vous ai parlé des universités des métiers qui seront créées dans les différents pôles régionaux. Mais ces universités des métiers-là, leur vocation, c'est d'accompagner les jeunes. Il ne s'agira pas de laisser les jeunes en rade. Déjà, dans l'année 2012, 5 milliards a été dégagé par le gouvernement pour prendre en charge l'inscription des jeunes qui n'ont pas été orientés en tant que bacheliers. Comment pouvons-nous avoir un État qui se soucie autant de ces bacheliers et ne pas avoir une transition qui leur permette de cerner cette problématique comme il se doit? Je pense qu'aujourd'hui, l'orientation est assez claire et encore beaucoup plus bénéfique par rapport à la vision que le président donne au développement de notre pays. On ne peut pas avoir une jeunesse laissée à elle-même, sans formation, sans métier, alors qu'ils doivent contribuer à la construction, à la production de richesses nationales. Et ces universités de métiers auront également une vocation. Si l'on prend l'exemple du bassin arachidier, il faut qu'on oriente cette université vers la problématique agricole. Aujourd'hui, nous tous pouvons le constater. L'essentiel des jeunes qui sont dans l'agriculture ou qui ne veulent pas aller dans l'agriculture, pourquoi le fameux plan Rêve a échoué, c'est dû à cela. On ne va pas créer un programme agricole, un plan, soit dit-il le plus merveilleux au monde, le plus ambitieux au monde, si on n'accompagne pas les principaux bénéficiaires. Et malheureusement, c'est en fait à ce niveau-là que le président Macky cherche à apporter tous les palliatifs qui devront permettre aux jeunes de prendre le mal par le bas. Et que répondez-vous à ceux qui disent que cette promesse des 5500 emplois est une grosse escroquerie politique? Les 3000 concernent le recrutement de forces de l'ordre. C'était déjà prévu dans les programmes laissés par Abdoulaye Wade. N'importe quoi. Je pense que si une telle option, une telle stratégie en matière de recrutement était mise en œuvre dans l'ancien régime, je me demande pourquoi il ne l'avait pas annoncé. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on crée un débat inutilement. Faire l'état des lieux dans l'administration sénégalaise, identifier le besoin réel et annoncer un chiffre en termes de besoin qu'on veuille nous faire croire que ça a été une option de l'ancien régime, non, je ne peux pas le comprendre. Et je vous rappelle qu'il y a un processus qui nous permet aujourd'hui de faire une statistique sur l'ensemble des fonctionnaires qui sont payés par l'État sénégalais. Et il y a un trou énorme. Il y a un décalage entre les statistiques et la masse salariale. Mais aujourd'hui, c'est sur cette brèche qui a été ouverte que plus de 5500 jeunes seront recrutés. Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Et il s'y ajoute, et c'est quasiment plus normal, que c'est un phénomène qui se renouvelle. Parce que quand il y a un nombre identifié qui doit prendre leur retraite, quoi de plus normal qu'on puisse penser à un recrutement? On ne peut pas aujourd'hui nous dire qu'en 2013, le président Wade avait prévu il l'aurait annoncé.
en tant que bon politique. Il l'aurait carrément annoncé. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est un mauvais procès que nous sommes en train d'intenter au président Macky. Loin d'être une leurre, mais c'est une réalité.